vous remercie de votre invitation. Je suis très heureux d'être ici. Je regrette de malheureusement pas être disponible pour être avec vous toute la journée, ou même une bonne partie de la journée, mais je suis particulièrement heureux de voir cette audience, car dans la situation assez terrible, nous pouvons, aussi bien sur le plan économique que politique qu'intellectuel, le seul espoir que j'ai, c'est dans cette nouvelle génération qui s'ouvre à des idées nouvelles qui sont malheureusement mal connues, qui sont critiquées en France. C'est d'ailleurs un peu l'un des thèmes de cette présentation, puisqu'on m'a demandé de parler du libéralisme, de ses détracteurs, de ses ennemis. C'est vrai que l'anticapitalisme, l'antilibéralisme sont des marques de notre époque, et d'une manière assez surprenante. C'est un phénomène qu'il est important d'étudier. Je dois dire que, pour ma part, j'ai une déception assez grande, parce que lorsque il y a eu la chute du mur de Berlin, et ce qui s'en est ensuivi, je me suis dit, mais voilà, ça va être la victoire du libéralisme, tout le monde va reconnaître la faillite du collectivisme et la victoire du libéralisme. Et ça n'a pas été le cas. Je crois qu'il y a rarement eu autant d'idées anti-libérales que depuis cette époque-là. Et pour quelle raison? Bien, je crois que ceux qui se sont si longtemps et si profondément trompés à propos du communisme avaient besoin de sauver plus ou moins leurs idées, et au lieu de proclamer la victoire du libéralisme, ils ont trouvé un biais. Ils ont dit la chute du mur de Berlin et l'effondrement du communisme, c'est la victoire de la démocratie. Et on a donc orienté les choses dans cette direction. On n'a pas parlé de liberté individuelle, on a parlé de démocratie. Ce qui est tout à fait différent. Ce qui est tout à fait différent, parce que la démocratie peut être totalitaire. Nous voyons d'ailleurs, je crois, tous les jours. Il suffit qu'une majorité prenne une décision pour spolier les autres, pour qu'on considère que cela est légitime, parce que c'est légal. Donc nous devons faire très attention de ne pas confondre les deux, n'est-ce pas, la liberté et la démocratie. La démocratie, c'est un peu un tabou à notre époque. Je ne prétends pas du tout, n'est-ce pas, être un antidémocrate, mais il faut que la démocratie ait des limites, bien évidemment, aussi grandes que possible. Comment s'exprime cet antilibéralisme? Il y a, je crois, une série de faux procès qui sont faits au libéralisme, qui témoignent d'une méconnaissance du libéralisme. Je ne vais pas en faire la liste exhaustive, ce serait trop long, mais je voudrais juste vous donner quelques exemples de thèmes que l'on entend souvent exprimés. Tout d'abord, on prétend que le libéralisme fait l'apologie de l'égoïsme, parce qu'il est individualiste, qu'il ignore le lien social, etc. Je crois que c'est une erreur profonde. Tout simplement, le libéralisme, je crois, a deux fondements. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Il y a un fondement positif, analytique, si vous voulez, et puis un fondement normatif. Le fondement normatif, c'est évidemment la défense de la liberté individuelle. Le fondement positif consiste à dire une société d'êtres humains, c'est une société d'individus, et pour bien comprendre ce qui se passe dans une société, il faut analyser le comportement des individus. Comme le dit la grande philosophe américaine Ayn Rand, on peut comprendre le fonctionnement d'une société à partir de l'analyse du comportement des individus, mais l'inverse n'est pas vrai. Donc, pour comprendre la société, il faut partir de cette idée qu'une société, c'est un ensemble d'individus qui ont chacun leur manière de vivre, leur comportement, leurs raisons, etc. Donc l'individualisme, c'est une méthode d'analyse, et qui est, en tant que telle, je crois, incontestable. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Mais je crois que l'on peut dire de ce point de vue-là que le libéralisme a un fondement scientifique qui est extrêmement fort. Quant à l'aspect normatif, il est faux de dire que les libéraux sont favorables à l'égoïsme. Je voudrais de ce point de vue-là distinguer deux choses du point de vue de la morale. Il y a ce que l'on peut appeler la morale universelle, c'est-à-dire une morale qui repose sur des principes non pas peut-être universels, mais universalisables, c'est-à-dire qu'ils soient cohérents et acceptables dans le monde entier. Et je connais une seule morale universelle, qui est précisément la morale libérale, qui consiste à respecter les droits d'autrui. Si vous avez défini de manière correcte les droits de chacun, et je reviendrai sur ce problème tout à l'heure, eh bien, il n'y a pas d'incohérence possible, et la société vit de manière pacifique.
Et puis par rapport à cela, il y a les morales personnelles. On est plus ou moins altruiste, plus ou moins égoïste. De toute façon, on ne peut pas être altruiste à l'égard du monde entier. On choisit à l'égard de qui on est altruiste. Et ça relève des sentiments personnels. Ce n'est pas universalisable. Et l'un des grands défauts de la social-démocratie tient au fait qu'on essaye d'imposer par la contrainte l'éthique personnelle de quelques individus qui se trouvent avant le pouvoir. Et bien souvent, évidemment, cette éthique n'est qu'un paravent pour justifier le pouvoir. Donc, il est erroné de dire que le libéralisme prône l'égoïsme, il est erroné de dire qu'il ignore le lien social. Il est bien évident que l'être humain est un être social qui vit de ses relations avec autrui, mais nous pouvons bien comprendre précisément le fonctionnement de la société qu'en ayant recours à une analyse correcte du comportement individuel. Alors, on reproche aussi au libéralisme d'être matérialiste, de défendre l'intérêt personnel, matériel, de défendre l'argent, etc. Et ça aussi, ça me paraît une erreur absolument profonde, parce que le véritable libéraliste, tout au moins, il défend une seule chose, je crois, le respect des valeurs subjectives. Chaque individu a ses propres valeurs, et qui sont d'ailleurs incommunicables pour une grande partie d'entre elles. Le fondement de la vie sociale, c'est justement ce qui est dans la tête des gens. Et il se trouve que lorsque les gens entrent en relation, certaines de leurs activités prennent une forme matérielle. Mais ce n'est qu'un sous-produit de l'activité humaine, de l'action humaine. Vous savez, le grand livre de Mises s'appelle L'action humaine, et je crois qu'il faut toujours revenir à cette idée que le fondement du comportement, du fonctionnement d'une société, c'est l'action humaine. L'action humaine, et Mises distingue la praxéologie et la catalaxie. La praxéologie, c'est la science de l'action. Et ce que nous devons comprendre, c'est la science de l'action. Et puis, par ailleurs, parmi les actions humaines, il y a l'échange, et l'échange prend une forme monétaire, c'est ce que Mises appelle la catalaxie. Mais on ne peut, et ça je crois que c'est un message important de Mises, on ne peut comprendre bien la catalaxie que si on se réfère à la praxéologie, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles les individus agissent. Donc je crois que les libéraux, tout au moins, c'est vrai, en particulier de ceux qui appartiennent à ce qu'on appelle le courant autrichien, les libéraux sont certainement à l'opposé d'une conception matérialiste du monde, puisque leur conception du monde consiste à reconnaître d'abord la prééminence de la pensée et de quelque chose de subjectif. Et par contre, chez les adversaires du libéralisme, on trouve bien souvent une vision mécaniciste des choses technologiques, et je pourrais en citer bien des exemples. Par exemple, dans la théorie de la concurrence, on considère qu'il y a des technologies qui sont efficaces et qu'il faut les choisir, que tout le monde doit les choisir. On ignore bien souvent dans les approches antilibérales le rôle humain, par exemple, de l'entrepreneur. Autre critique souvent adressée aux libéralistes, c'est l'idée que le libéralisme défend des catégories bien spécifiques, par exemple les riches contre les pauvres, les entrepreneurs contre les salariés, les classes moyennes contre les exclus, les nationaux contre les immigrants, etc. etc. Ben, tout ça est bien faux, puisque précisément on refuse, en tant que libéral, de mettre les gens dans des catégories. Ce qui est assez surprenant quand on voit ce type de reproche qui est fait aux libéraux, c'est qu'en réalité les gens pensent dans des catégories de type marxiste. Les catégories marxistes consistent à ne voir les gens qu'à partir des catégories auxquelles ils appartiennent. Et donc on prétend a priori que les libéraux, ils font pareil, mais qu'ils privilégient certaines catégories par rapport à d'autres. Non, nous ne connaissons qu'une seule réalité, c'est l'individu. L'individu, et bien évidemment, qui entre en relation avec d'autres, qui est plus ou moins riche, plus ou moins pauvre, etc. Mais nous défendons simplement la liberté de chacun. Une autre expression que vous connaissez bien souvent, c'est l'idée que le libéralisme est sauvage, qu'il donne la victoire des forts contre les faibles. Et je crois que de ce point de vue-là, il y a une confusion qui est faite lorsqu'on parle des forts par rapport aux faibles. Vous savez, il y a la fameuse phrase de Lamennais, entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi
binaire, c'est une erreur totale de sa part. La confusion qui est faite, quand on parle des forts et des faibles, c'est le problème, la confusion avec le problème de l'usage de la contrainte. L'usage de la contrainte crée des gens qui sont forts et qui utilisent la contrainte par rapport à ceux qui ne l'utilisent pas. Mais précisément, le libéral est celui qui veut évacuer complètement la contrainte des relations sociales. Le libéral est quelqu'un qui souhaite une société qui repose entièrement sur la libre détermination des individus. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de fort et de faible. Tous les individus sont aussi respectables en tant que tels, ils sont différents. Mais il ne faut pas confondre justement le fait que les gens sont différents avec le fait qu'ils ont du pouvoir. Le pouvoir, c'est la contrainte. Donc on ne devrait jamais parler de libéralisme sauvage. On devrait par contre parler d'étatisme sauvage. Par nature, l'étatisme est sauvage, puisqu'il est l'exercice de la contrainte, et donc la limitation de la liberté. Dans le même ordre d'idée, l'expression bien souvent utilisée, c'est l'idée que dans une économie de marché, c'est la loi de la jungle, que chacun essaye de profiter aux dépens des autres. Et là encore, c'est une erreur fondamentale d'interprétation, puisque précisément dans une société libre, tout repose sur l'accord des parties et le respect de l'accord des parties. Donc il n'y a pas de loi de la jungle. Une fois de plus, la loi de la jungle, c'est celle qui est appliquée par l'État. Donc je crois qu'il nous faut indéfiniment s'opposer à ces critiques qui sont faites sciemment ou inconsciemment par les individus. Certains le font par démagogie, d'autres le font parce qu'ils le croient véritablement, mais ces erreurs sont malheureusement extrêmement fréquentes, et bien d'autres, bien évidemment, que je n'ai pas citées. Alors, ceci étant dit, je voudrais rapidement vous rappeler certains des principes fondamentaux du libéralisme. Je m'en excuse auprès de ceux d'entre vous qui connaissent bien ces questions déjà, mais je voudrais quand même le rappeler. Le libéralisme a, je le rappelais tout à l'heure, un fondement moral indéniable, en ce sens qu'il développe des principes qui sont conformes à la nature humaine. Et on peut dire que est moral ce qui est conforme à la nature humaine. Alors qu'est-ce que c'est que la nature humaine? Eh bien, l'être humain, c'est un être de raison. C'est-à-dire qu'il est capable, chaque individu est capable de déterminer ses propres objectifs, ça c'est une réalité subjective, n'est-ce pas, et de choisir les moyens qui lui paraissent, à lui, les meilleurs pour atteindre les objectifs en question. L'action humaine résulte toujours d'un processus de pensée. Et le processus de pensée est toujours un processus individuel. C'est à tort que l'on attribue à des groupes d'hommes, à une société, une manière de penser, des idées, etc. Seuls les individus pensent et agissent. De ce point de vue-là, d'ailleurs, il faut faire attention d'éviter l'usage de certains termes, de dire par exemple, on lit dans les journaux tous les jours, la France exporte, etc. La France, elle décide rien, la France, elle n'exporte pas, elle ne produit pas, elle n'agit pas. Les Français, ça existe, la France, ça n'existe pas, en un sens. Et j'aimerais vous suggérer de vous donner comme discipline de pensée d'éviter les termes collectifs. J'essaie pour ma part même de ne pas parler, de ne pas dire l'entreprise décide, parce que l'entreprise c'est quoi? C'est un ensemble de contrats entre des individus qui ont des rôles différents. Donc c'est pas l'entreprise qui décide, mais il y a les propriétaires d'entreprise, les salariés, les fournisseurs, etc. Essayons toujours de voir quels sont les individus qui sont derrière ces abstractions collectivistes que l'on utilise tous les jours. Donc le processus de pensée est un processus individuel, c'est une caractéristique de l'être humain, c'est un fait d'observation incontournable, et nous devons donc baser toute analyse et toute norme sur cette idée-là. Ceci implique un certain nombre de choses, en particulier, bien évidemment, que la valeur est quelque chose de subjectif, elle prend une forme matérielle lorsqu'il y a un échange, on utilise la monnaie, etc. Mais fondamentalement, la valeur, c'est ce qui est dans le cerveau humain.
Et cette réalité subjective, elle est non mesurable et non communicable. Et c'est pourquoi la macroéconomie, bien souvent, est totalement arbitraire parce qu'elle construit ex nihilo des concepts qui sont sans relation avec cette spécificité de l'être humain qui est d'être un être de raison et qui a des idées dans sa tête et qui agit parce qu'il a raisonné. Une autre conséquence de cette idée, c'est que toute richesse est créée. Elle est créée, elle résulte d'un processus intellectuel. Et ce sont ces caractéristiques de l'être humain qui constituent, je crois, le fondement du libéralisme, et en particulier ce que, pour ma part, j'aime bien appeler les trois piliers du libéralisme, c'est-à-dire la liberté, la propriété et la responsabilité. La liberté, nous savons ce que c'est l'absence de contraintes, l'absence d'obstacles dans la détermination de l'action. On peut dire d'ailleurs qu'être libre, c'est être propriétaire de soi-même, sans interférence d'autrui. Et il en résulte donc très directement, le deuxième pilier, ces trois notions, n'est-ce pas, de liberté, de propriété, de responsabilité, sont indissociables, impliquées les unes par les autres. Si l'on admet que l'individu, fondamentalement, est propriétaire de lui-même, eh bien on doit admettre aussi qu'il est légitimement propriétaire des œuvres qui résultent de l'exercice de sa raison, qui résultent de l'action humaine. Donc la légitimité de la propriété, elle vient de cet acte de création libre par les individus. Je le répète, toute richesse est créée, elle est créée par un processus de pensée, et c'est ça qui légitime la propriété. J'insiste là-dessus parce que, pour ma part, j'aime bien définir le capitalisme comme un système de droit de propriété légitime. Et par légitime, j'entends le fait que celui qui est propriétaire est le créateur de la richesse en question. Les richesses ne sont pas données ex nihilo, elles sont toujours le résultat d'un effort humain. Et donc c'est ça qui légitime à la fois d'ailleurs la liberté et la propriété. Et en dernier lieu, la responsabilité, la conséquence logique des deux éléments que j'ai rappelés, parce qu'à partir du moment où on a déterminé les droits de propriété de chacun, ou les droits de chacun plus généralement, eh bien, on peut déterminer les responsabilités. Être responsable, c'est supporter les conséquences de ses actes, conséquences pour soi-même ou vis-à-vis d'autrui. Et si on crée un dommage à autrui, c'est-à-dire qu'on porte atteinte à ses droits légitimes, eh bien, on doit les réparer. Tel est, n'est-ce pas, quels sont les principes d'une société libérale, et une fois de plus, il est évident que cette société libérale, si elle existait, serait une société cohérente et pacifique, où chacun pourrait poursuivre ses propres fins. Donc, dans le libéralisme se rejoignent, et c'est quelque chose, je crois, d'admirable, une éthique de la liberté, de la responsabilité, et par ailleurs, une vision correcte du fonctionnement des sociétés, et donc une analyse économique qui est satisfaisante et qui permet de comprendre le monde et de savoir éventuellement quelles sont les décisions qu'il faut prendre, par exemple, du point de vue institutionnel, pour que ce monde fonctionne de manière à respecter la liberté de chacun. Alors, je voudrais tirer quelques conséquences de ces principes très généraux, et en particulier souligner le fait que, malheureusement, à notre époque, dans cette époque d'antilibéralisme que nous vivons, on attribue bien souvent les échecs que l'on constate dans une économie, dans une société, on les attribue bien souvent à tort au libéralisme. Et chaque fois qu'on examine de près un problème, on se rend compte que les échecs qui sont dus à l'étatisme et non pas à la liberté, et que le seul moyen de résoudre les problèmes, ce serait de laisser les individus libres. Pourquoi? On va alors se demander, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, s'il me reste un tout petit peu de temps, pourquoi alors l'antilibéralisme est-il si fréquent
si profondément enraciné dans notre société, lorsque quelque chose paraît aussi incompréhensible que cela, je crois qu'il y a deux réponses possibles. Il y a l'incompréhension, les gens ne comprennent pas le libéralisme, et puis il y a l'intérêt. Et souvent les deux d'ailleurs. L'intérêt des politiciens, par exemple, est tout à fait clair. Leur intérêt, c'est de partir en guerre contre la liberté individuelle, puisque c'est la perte de leur pouvoir. Donc leur intérêt consiste à répandre les idées antilibérales. Et puis bien évidemment, l'incompréhension de ce qu'est vraiment le libéralisme est quelque chose de tout à fait répandu. Et là encore, il faudrait peut-être évidemment s'interroger, nous n'avons pas le temps de tout faire. Mais je voudrais prendre quelques exemples de ce paradoxe qui fait que l'on attribue au libéralisme ce qui vient en fait de l'étatisme. Et je suis tenté évidemment de parler tout d'abord de la crise économique récente, mais des autres éventuellement. Je suis d'autant plus tenté que j'ai publié sur ce thème un livre qui s'appelle « Revenir au capitalisme pour éviter les crises ». Ce titre paraît provoquant à beaucoup de gens. Je ne l'ai pas choisi par provocation gratuite, mais simplement parce que je le pense. Parce qu'il me paraît en effet tout à fait étonnant que de manière absolument générale, on prétende que la crise économique, la crise financière et économique, est un symptôme de l'instabilité fondamentale du capitalisme, et on ajoute aussi bien souvent de son immoralité, parce que, dit-on, elle a été le résultat du comportement de banquiers avides qui ont pris trop de risques pour maximiser leurs profits. Donc c'est une fois de plus le procès de l'argent, de la finance, du marché, etc. Et ceci donc c'est l'opinion généralisée. Cette idée elle est totalement fausse. Alors je ne vais pas l'expliquer en détail, je voudrais peut-être juste dire deux choses parmi beaucoup d'autres. Tout d'abord, l'origine de la crise elle est bien claire pour moi et pour tous ceux qui sont attachés à ce qu'on appelle l'approche autrichienne des cycles économiques, celle qui a été développée par Mises et Hayek. Il y a eu une politique déstabilisatrice effrayante de la Fed, la Banque centrale américaine, mais aussi des autres banques centrales dans le monde, et des effets d'imitation dans les erreurs de politique économique qui sont tout à fait frappantes. Parce qu'au début du XXe siècle, sous prétexte de relance, c'est toujours le même thème, on a fait une politique de création monétaire absolument folle, avec des taux d'intérêt incroyablement bas, ce qui a incité à financer n'importe quoi et à prendre trop de risques. Il ne faut pas oublier que le taux d'intérêt, c'est le prix du temps, c'est donc une variable absolument fondamentale. Manipuler un prix aussi important que le prix du temps, c'est de la folie furieuse. Toutes les banques centrales ont fait ça. Un taux directeur de banque centrale qui passe de 6% à 1%, qui remonte à 4%. Jamais, dans la période où il n'y avait pas de banque centrale, qui a été la période du décollage économique, on a connu une telle variabilité. Parce que le prix du temps il est déterminé par l'offre et la demande de fonds prêtables. Donc, on a créé une instabilité. Que je sache, la politique monétaire, elle n'est pas faite par le marché à notre époque. Ce sont les autorités monétaires. Donc, ce sont les autorités qui ont créé l'instabilité. Je serais tenté de dire que la plus grande source d'instabilité à notre époque, elle vient précisément des autorités publiques. Donc ça, c'est un élément fondamental. Et s'il n'y avait pas eu cette politique monétaire complètement déstabilisante, il n'y aurait pas eu la crise financière et la crise économique. Il y a eu un certain nombre d'autres causes sur lesquelles je n'ai pas le temps d'évoquer, mais qui n'auraient pas pu jouer un rôle s'il n'y avait pas eu cette politique monétaire déstabilisatrice. Donc vous voyez, il y a un renversement complètement stupéfiant des choses, puisqu'on prétend que c'est le marché qui a été instable, alors que la politique monétaire a donné de fausses informations au marché. Et donc, la conséquence qu'on en tire, que tous les politiciens en tirent, c'est qu'il faut que les hommes politiques viennent sauver l'économie. Je crois que les hommes politiques, ils adorent les crises. À la limite, ils en créeraient pour pouvoir apparaître comme les sauveurs. C'est une occasion formidable pour eux d'apparaître à la télévision, de faire des réunions du G20, etc., etc., avec un M. Sarkozy qui prétend qu'il
faut refonder le capitalisme et le moraliser. En 2 jours de réunion du G20, ils veulent moraliser un système et reconstruire un système qui résulte de l'ordre spontané, qui a mis des siècles à émerger, n'est-ce pas? Parce qu'il était précisément le plus efficace, mais le plus efficace parce qu'il était le plus juste, n'est-ce pas? Parce qu'il a un fondement moral. Il n'y a pas d'autre système que le capitalisme qui a un fondement moral. Tout à l'heure, je soulignais les fondements éthiques du libéralisme, et c'est pareil pour le capitalisme, qui en est la version, disons, plus restrictive, plus économique. Le libéralisme, c'est l'humanisme, il n'y en a pas d'autre, et le capitalisme, c'est l'expression économique de cet humanisme. Donc la crise financière, elle a été provoquée par les autorités monétaires, et elle a donné une occasion aux hommes et aux femmes politiques de passer au premier plan et de prendre des mesures qui, évidemment, sont toutes des mesures déstabilisatrices. Après la crise financière, on a la crise de la dette, etc., etc. Mais je voudrais, sans entrer dans le détail de tout ça, je voudrais quand même souligner une chose, parce que je vous rappelais tout à l'heure, pas que on a dit à l'envi que la crise était provoquée par l'avidité des banquiers. Et là encore, vous voyez, on utilise une expression collective, les banquiers. C'est qui les banquiers? Eh bien, il y a une distinction essentielle à faire entre les propriétaires des banques et les salariés des banques. Ce sont 2 types de comportements différents. Et je crois que c'est utile de ce point de vue-là de faire la comparaison entre ce qui s'est passé au XVIIIe ou au XIXe siècle, par exemple, et ce qui se passe maintenant. Au XVIIIe ou au XIXe siècle, nous avions un grand nombre de banques de petite dimension qui appartenaient à un capitaliste, ou plusieurs. Et qu'est-ce qui se passait dans ce cas-là? Eh bien, un capitaliste, il met son argent dans la banque. Et les fonds propres des banques, à cette époque-là, représentaient 50 à 80% du bilan, quelque chose de considérable. Donc, le banquier, c'était un capitaliste qui prenait des risques parce qu'il était propriétaire. Vous voyez que ces concepts sont liés entre eux. Il était propriétaire, donc il évitait de prendre des risques excessifs pour ne pas faire faillite. Qu'est-ce que nous avons à notre époque? Je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, mais c'est en grande partie le résultat, là encore, de l'étatisme. Nous avons un petit nombre de très grandes banques avec un actionnariat considérable, très nombreux, et aucun n'a le moyen de contrôler le fonctionnement de la banque, parce qu'il a un pourcentage trop faible du capital. Le pouvoir, par conséquent, appartient à des managers qui sont des salariés des banques, et l'avantage d'un salarié, c'est de maximiser, bien sûr, les profits à court terme, parce qu'il sait bien que si la banque fait faillite, bon, peut-être ce sera un peu un problème pour lui, il faudra qu'il trouve un autre emploi, mais il ne perd pas son capital, il n'est pas propriétaire. Ce sont les capitalistes qui perdent, n'est-ce pas? Donc, il garde son capital humain, il peut l'utiliser ailleurs. Il y a eu effectivement un comportement de prise de risque excessif pour essayer de maximiser les bonus, par exemple, je ne le nie pas. Mais précisément, c'est la logique du système. Et pour éviter ce genre de choses, il faudrait revenir à un vrai capitalisme, c'est-à-dire un capitalisme de propriétaires. Donc la crise économique peut paraître une illustration tout à fait extraordinaire de ce renversement à notre époque, de la compréhension des phénomènes. Alors, on peut en citer beaucoup d'autres, bien sûr. Je crois qu'il est bon de parler un petit peu de l'emploi. Je sais que j'ai plus beaucoup de temps. Là encore, à propos de l'emploi, les gens, bien souvent, vivent avec une vision de type marxiste. Ils considèrent qu'il y a la classe des patrons qui exploite la classe des salariés. Et donc, il faut protéger les salariés, et d'où le code du travail, etc., etc. Mais je crois que, là encore, il faut prendre une vision individualiste et se poser la question suivante, non pas un problème macroéconomique, mais un problème individuel. Comment se fait-il qu'il y ait un individu qui cherche du travail et puis des entrepreneurs potentiels qui souhaiteraient éventuellement l'embaucher et ils n'arrivent pas à se rencontrer? Parce qu'il y a des obstacles qui les empêchent de se rencontrer. Quels sont ces obstacles? C'est les excès de fiscalité, les excès de réglementation, qui accroissent le risque de la liaison contractuelle
de la relation contractuelle entre le salarié potentiel et l'employeur potentiel, et qui diminue la rentabilité du contrat. Si on dit à un entrepreneur, embauchez un salarié, mais on vous prendra 80, 90%, même parfois plus de 100% du résultat de ce que vous aurez pu produire grâce au contrat de travail que vous aurez signé, il est évident que l'incitation à embaucher en est diminuée. Si la cause du chômage, dans un pays comme la France, c'est l'excès de fiscalité, c'est l'excès de réglementation. Ceci n'a rien à voir avec la mécanique keynésienne, n'est-ce pas, où on a des concepts macroéconomiques construits a priori, mais parce qu'on ne comprend pas bien le problème du chômage, qu'on n'en voit pas la cause, qu'une fois de plus, on prétend que seul l'État peut résoudre ces problèmes, eh bien, on en arrive à toute une série de décisions politiques qui ne font qu'aggraver le problème. Par exemple, toute la législation du travail sur les licenciements. En freinant les licenciements, en les rendant difficiles ou chers, eh bien, on diminue l'incitation à embaucher, mais en même temps, on rend les relations de travail plus difficiles. Et imaginez qu'un employeur et un salarié n'arrivent pas à s'entendre. Il ne faut pas chercher la culpabilité de l'un ou de l'autre. Chacun considère que c'est la faute de l'autre. Ce n'est pas notre problème, nous sommes des observateurs extérieurs. Mais ce que nous constatons, c'est qu'il y a une relation du travail qui marche mal. Si on interdit ou on rend difficile le licenciement, on va obliger l'employeur à garder un salarié avec lequel il ne s'entend pas, à tort ou à raison, et par conséquent, le travail sera mal fait. Il vaudrait beaucoup mieux que la liaison contractuelle prenne fin, comme cela est le cas dans un divorce, et que le salarié trouve un emploi ailleurs. Alors vous me direz, ben, c'est pas facile à notre époque de chômage. Mais pourquoi il y a du chômage? Parce que l'État est intervenu, bien évidemment. S'il n'y a pas de chômage, le licenciement n'est pas un problème. Le problème que nous rencontrons actuellement, c'est pas qu'il y ait des licenciements. Le problème, c'est que les gens licenciés, ils ont du mal à retrouver un emploi pour les raisons que j'évoquais rapidement. Mais comme on durcit continuellement les conditions de licenciement, on crée du nouveau du chômage, et donc il y a une espèce de cercle vicieux où on accroît continuellement les prélèvements obligatoires, par exemple pour payer les cotisations chômage, pour payer des transferts, etc., où on accroît les réglementations, les contraintes, et où par conséquent on diminue la flexibilité sur le marché du travail, et donc le cercle vicieux se perpétue. De la même manière, le salaire minimum est considéré par beaucoup comme un moyen de défendre les plus faibles. Ça ne coûte rien à l'homme politique qui le décide, mais ça exclut du marché du travail un certain nombre de gens, en particulier des jeunes qui n'ont pas encore eu une formation suffisante, car la formation, c'est pas seulement l'école, mais c'est aussi la formation en entreprise, et qui sont exclus par le salaire minimum. Alors, je comptais vous donner un certain nombre d'autres exemples, mais je vois que le temps passe plus vite que je ne pensais. J'ai quelques minutes ou pas? Oui, justement. Je voulais évoquer, je choisis parmi les thèmes possibles, je voulais évoquer un autre thème qui est souvent à l'ordre du jour, c'est celui de la mondialisation. Parce qu'on reproche à la mondialisation bien des choses, et là encore en particulier le fait de créer du chômage à cause de la concurrence des pays à bas salaire. Alors, je voudrais d'abord rappeler que la mondialisation, c'est quoi? C'est la concurrence à l'échelle mondiale. La concurrence, c'est toujours bon. Et pour deux raisons. Je devrais peut-être d'ailleurs définir la concurrence. Pour ma part, je considère que la concurrence, c'est tout simplement la liberté d'entrer sur un marché, pour les producteurs et pour les consommateurs. Et par conséquent, cette liberté, elle est fondamentale, elle résulte du respect des droits, la liberté d'échanger, et le fait que quelqu'un soit situé sur un autre territoire national ne devrait pas limiter cette liberté. Et nous le savons, je crois que, d'après ce qu'il m'a dit, Pierre Garello a parlé tout à l'heure de la théorie d'échange, on aurait pu être là, nous le savons, l'échange est nécessairement bénéficiaire pour tout le monde, sinon les gens ne feraient pas d'échange. Donc il n'y a pas de raison de fond
pour empêcher des gens d'entrer en relation à travers le monde. Et on peut dire que nécessairement la mondialisation est une bonne chose. Alors bien entendu, il en résulte un processus de spécialisation. Dans les pays où la productivité du travail est plus faible, les salaires sont plus faibles, et on se spécialise dans les productions qui demandent relativement plus de main-d'œuvre peu formée, par exemple. Et les autres pays se spécialisent dans d'autres activités. Et donc, la mondialisation, c'est la concurrence à l'échelle mondiale. Elle permet d'apporter ce gain d'échange et profit aux deux échangistes, mais elle a aussi un autre mérite, car la concurrence, pour reprendre le terme utilisé par Frédéric Hayek, c'est un processus de découverte. C'est-à-dire que lorsque cette liberté d'entrer sur un marché existe, les producteurs sont incités continuellement à faire mieux que les autres pour essayer de rester sur le marché ou de gagner des parts de marché. Donc la concurrence a ce mérite extraordinaire qu'elle pousse à l'innovation, et limiter la concurrence, c'est par conséquent réduire le progrès économique. Donc voilà quelques... Ah oui, je voudrais peut-être ajouter dans le domaine de la mondialisation, il y a encore une erreur de raisonnement qui est faite bien souvent. On nous dit, dans un monde qui est globalisé, il faut que les politiques économiques aussi soient globalisées. Donc il faut les harmoniser, et c'est en particulier vrai au niveau de l'Europe, on dit il faut harmoniser les politiques, etc. Et là aussi, il y a une erreur de raisonnement qui est fondamentale, parce que je vous disais à l'instant que la concurrence incite les producteurs à faire mieux que les autres. C'est-à-dire que, contrairement à ce que prétend la théorie traditionnelle de la concurrence pure et parfaite, qui fait l'hypothèse que l'optimum, c'est quand tous les producteurs produisent le même produit avec les mêmes techniques de production. Vous voyez, c'est la vision purement technologique, matérielle des choses. Alors que la concurrence, dans le langage courant, c'est le cas d'ailleurs, la concurrence, elle consiste justement à essayer de se différencier pour faire mieux que les autres. Eh bien, un monde globalisé, c'est un monde différencié, c'est pas un monde qui est standardisé, contrairement à ce que l'on dit. Et donc, quand on dit qu'il faut standardiser, harmoniser les politiques économiques à cause de la globalisation ou à cause de l'intégration européenne, on fait une erreur complète de raisonnement. La concurrence est toujours bonne, précisément parce qu'elle incite à faire mieux que les autres. Eh bien, c'est vrai pour les systèmes fiscaux, pour les lois, etc. Il faut expérimenter quel est le meilleur système institutionnel. Au lieu de vouloir, de prétendre a priori que quelques cerveaux connaissent le meilleur système fiscal, la meilleure politique économique, etc., et qu'ils peuvent l'imposer à toute l'Europe ou au monde entier, c'est le rêve de certains, d'avoir une politique économique mondiale, un gouvernement économique mondial. Combien de fois nous l'avons entendu, n'est-ce pas, lors de la crise économique? Eh bien, c'est dramatique, c'est le risque, évidemment, du totalitarisme mondial, et c'est en tout cas le risque de l'échec mondial. Donc, voilà un certain nombre d'erreurs qui sont faites fréquemment à propos de libéralisme, et ceci, évidemment, nous incite à nous demander comment il peut en être ainsi. Je n'ai pas le temps de développer ces idées, mais il y a peut-être une chose sur laquelle je voudrais quand même insister, à savoir qu'il y a une asymétrie fondamentale entre l'étatisme et le capitalisme. Parce que l'étatisme, c'est une organisation. C'est une organisation qui a ses chefs, ses décideurs, etc. Alors que le capitalisme, c'est un ordre spontané. Et le capitalisme n'a pas ses représentants. Il n'y a personne qui défende en tant que tel le capitalisme. Le capitalisme ne peut pas utiliser la contrainte. Le capitalisme n'a pas de prison. On ne connaît pas de prison capitaliste dans laquelle on met des adversaires, alors que l'État, il met dans des prisons ceux qui ne veulent pas payer ses impôts, ceux qui ne veulent pas obéir à ses lois, etc. Il y a donc une asymétrie fondamentale, qui est l'asymétrie entre la liberté et la contrainte, bien évidemment. Et la contrainte, malheureusement, bien souvent, a le dessus. On pourrait presque dire que c'est un miracle, en un sens, que le capitalisme ait pu émerger dans les sociétés humaines, parce qu'il y a a priori un déséquilibre considérable entre ceux qui exercent la contrainte et ceux qui s'en remettent à la liberté. Donc il y a cette asymétrie, et je crois que c'est d'autant plus nécessaire que nous tous, nous luttions indéfiniment pour essayer de faire comprendre les mérites
de la liberté. C'est pas toujours facile parce que les intérêts sont en jeu. Et quand on a le choix entre réaliser ses objectifs en exerçant sa liberté ou en utilisant le bras armé de l'État, c'est une tentation, bien évidemment, d'utiliser le bras armé de l'État. Donc nous avons continuellement à rappeler les principes d'une société libre. Je sais que c'est pas facile, je l'ai éprouvé personnellement tout au long de ma carrière, mais je suis réconforté de voir qu'il y a autant de gens qui sont persuadés des mérites d'une société de liberté. Il faut avoir le courage de penser autrement. Quand on est persuadé que l'on a une analyse qui est correcte des choses, et donc je ne peux que vous encourager à avoir ce courage, à approfondir continuellement les idées de la liberté. Je crois que ceux qui découvrent ces idées, ils en sont fascinés, et bien souvent ce qui manque aux gens, c'est l'opportunité de découvrir ces idées. Nous avons tous un rôle important à jouer pour cela, donc ne soyons pas découragés dans l'univers très hostile dans lequel nous vivons, et parfois de plus en plus hostile, bien qu'il y ait peut-être actuellement une opportunité compte tenu de l'échec de l'étatisme qui paraît si flagrant. Soyons donc persuadés que nous défendons une bonne cause, et donc une fois de plus, je suis heureux de voir que vous êtes là pour défendre cette cause, et j'espère que nous serons dans les années qui viennent de plus en plus entendus et que nous pourrons, nous ou nos enfants, vivre dans un monde peut-être pas de liberté parfaite, car la perfection n'existe pas, mais un monde un peu plus libre que celui que nous connaissons actuellement.